bonjour. Bonjour Flora. L'édito d'Albrecht Sontag de l'ESCA, donc l'école de management. La semaine dernière, Albrecht a critiqué le flou conceptuel qui entoure le mot euroscepticisme. Et aujourd'hui, il nous parle de tribus européens. Visiblement, Albrecht, les catégorisations, ça vous travaille. Je le reconnais bien volontiers. En politique, les catégorisations, ce sont des raccourcis pratiques qui permettent de voir plus clair. Mais comme nous avons vu la semaine dernière, en décortiquant la notion d'eurosceptique, ce sont des terminologies par définition instables dans le temps, utilisées en fonction des agendas idéologiques et à terme assez problématiques. À une époque où beaucoup de classifications habituelles et de labels politiques bien établis sont en pleine mutation, pensez simplement à la bonne vieille dichotomie gauche-droite qui est en train de se faire bulldozer devant nos yeux, il convient de différencier. Et c'est ce qu'a essayé de faire le Chatham House, think tank géopolitique de renom, de grand renom même, basé au Royaume-Uni, en introduisant le concept de tribus européennes. Alors Albrecht, nous faisons donc partie de tribus à l'insu de notre plein gré. Quelles sont-elles? Combien y en a-t-il? Et comment les chercheurs de Chatham House ont procédé pour les établir? Il est vrai que la dénomination de tribu fait sourire, mais c'est un travail tout à fait sérieux. Le point de départ est que les catégories binaires du genre pro-européen contre eurosceptique sont parfaitement insuffisantes pour refléter les nuances des attitudes envers l'intégration européenne. Là-dessus, on peut déjà être d'accord. Ensuite, sans idée préconçue, les chercheurs ont créé une enquête relativement simple, composée de 8 questions clés au sujet de la perception de l'Union européenne actuelle, et ils ont administré le questionnaire à un échantillon de 10 000 citoyens, dont 10 États membres européens. Et c'est à partir de l'analyse des données recueillies qu'ils ont, à l'aide du procédé statistique savant de l'analyse des classes latentes, je vous épargne des détails, fini par dégager 6 tribus différentes. Ils les ont affublées d'étiquettes parlantes, je trouve. Je vous les donne en ordre de taille. Un bon tiers de nos concitoyens sont des Européens hésitants, hesitant Europeans, plutôt indifférents à la politique en général, plutôt négatifs sur la question de l'immigration, assez dubitatifs envers une organisation supranationale quand il s'agit de trouver des solutions à leurs problèmes quotidiens. Plutôt féminin d'ailleurs. Cette tribu a besoin d'être persuadée que l'Union sert à quelque chose. 23% d'entre nous sont des Européens satisfaits, contented Europeans. Leur description se lit comme le prototype des membres d'En Marche, des sociaux-libéraux avec un nombre disproportionné d'étudiants ou de jeunes cadres. Pour eux, l'Europe rime d'abord avec opportunité. En revanche, 14% des Européens sont des EU rejectors, joliment traduit par réfractaires à l'Union, ce qui est tout de même plus précis que eurosceptique, vous en conviendrez. Souverainistes, plutôt nationalistes, anti-immigration, en colère contre la politique en général, surtout des hommes d'ailleurs, d'âge moyen. Puis, il y a 3 tribus qui regroupent, chacune, moins de 10% d'entre nous. Ce sont les pro-européens déçus, the frustrated pro-Europeans, des personnes bien ancrées à gauche et attristées par le manque de solidarité au sein de l'Europe, ou encore les rebelles contre l'austérité, the austerity rebels, écœurés notamment par la manière dont l'Europe a répondu à la crise économique, et très présents dans les pays du Sud, et enfin, la plus petite tribu avec 8%, les fédéralistes, pas besoin de traduire, pour qui la finalité de l'intégration européenne est toujours les États-Unis d'Europe avec tout ce que cela implique. Et alors, à quoi ça sert? Quelles sont les implications d'une telle classification? Eh bien, elle a déjà le mérite de casser les catégories à tendance binaire. Et elle rend compte du fait que les 2 tribus extrêmes, les réfractaires et les fédéralistes, exercent en fait une influence disproportionnée, très polarisante sur le débat public. Elle démontre enfin que la tribu la plus large est en même temps la plus indécise, hésitante, comme son nom l'indique. On comprend aussi que l'appartenance à telle ou telle tribu n'est pas gravée dans le marbre, mais plutôt fluctuante, et que la nationalité d'un individu n'est pas une variable explicative. Dans l'ensemble, c'est une contribution plutôt pertinente au débat de la part du Chatham House. D'ailleurs, ils ont mis en ligne un petit test interactif où vous pouvez, si vous avez envie, en quelques clics, apprendre dans quelle tribu vous vous situez. Et vous, Albrecht, dans quelle tribu vous trouvez-vous?
Ah, grande question. Eh bien, je me voyais bien dans les pro-européens un peu déçus, mais le verdict après le questionnaire a été sans appel. Il paraît que je suis un fédéraliste, presque malgré moi. Comme quoi. En tout cas, je vous mets le lien vers le petit test en ligne sur le site de radio, juste en dessous de la chronique, rubrique édito. Vous pouvez même choisir la langue dans laquelle vous souhaitez répondre. Merci beaucoup Albrecht Sontag, on a hâte de vous retrouver la semaine prochaine. À la semaine prochaine.